En 1967, un fermier dans la campagne allemande a ouvert la porte de sa grange en s'attendant à trouver des bottes de foin. Ce qu'il a trouvé, c'était un sous-marin nazi U-boot de la Seconde Guerre mondiale, complètement intact, rempli de tonneaux de cidre de pomme. Un sous-marin, dans une grange, à 500 km de la mer la plus proche. Ceci n'est pas une légende urbaine, ceci n'est pas une histoire qui a été exagérée au fil du temps. C'est arrivé. Et 75 ans plus tard, personne ne peut expliquer comment. Le fermier s'appelait Klaus Hartmann, propriété rurale aux environs de Freiberg, en Saxe. 14 mars 1967, lundi, 6h37 du matin. Klaus allait vérifier la grange qu'il avait achetée avec la propriété 3 ans auparavant. Une grande grange, construction robuste en pierre et bois, datant de quelque part entre 1946 et 1948, selon les registres municipaux. Il l'utilisait rarement. Il y gardait principalement de vieux outils. La porte était verrouillée par un vieux cadenas que Klaus n'avait jamais réussi à ouvrir. Ce matin-là, il décida de le couper. Il avait acheté de nouveaux outils agricoles et avait besoin d'espace de stockage. Il prit une pince coupante, brisa le cadenas rouillé et poussa les lourdes portes en bois. Et il resta paralysé. Devant lui, occupant presque toute la longueur de la grange, se trouvait un sous-marin militaire. Pas une maquette, pas une réplique, un U-boot allemand, type 7C, de 67 mètres de long, 6 mètres de large, pesant environ 760 tonnes. La structure d'acier était couverte de rouille par endroits, mais la coque était clairement identifiable. Les marquages nazis étaient encore partiellement visibles sur le kiosque. Et autour de lui, empilés avec un soin méthodique, il y avait des dizaines de tonneaux en bois. Des tonneaux de cidre de pomme, certains encore scellés. Klaus Hartmann était un homme qui n'était pas du genre à s'émouvoir facilement. Il avait servi dans l'armée allemande pendant la guerre, pas dans la marine, mais il en savait assez. Quand vous avez vu du matériel militaire, vous le reconnaissez au premier coup d'œil. C'était réel, c'était impossible, et c'était chez lui. Il appela les autorités locales à 7h15. Le policier qui répondit pensa d'abord que c'était une plaisanterie. Klaus insista. 2 heures plus tard, 3 officiers de police de Freiberg étaient dans la grange, regardant bouche bée le sous-marin. À 14 ans le même jour, des experts militaires du gouvernement de l'Allemagne de l'Est arrivèrent sur place. Ils confirmèrent, c'était un U-boot nazi authentique, classe type 7C, le type de sous-marin le plus courant utilisé par la Kriegsmarine pendant la Seconde Guerre mondiale. Le numéro d'identification sur le kiosque était partiellement corrodé, mais les experts réussirent à le reconstituer comme U-103 ou U-108, tous deux officiellement répertoriés comme perdus au combat ou destin inconnu dans les archives navales alliées. Mais voici la première impossibilité. Un U-boot type 7C n'est pas un objet que l'on déplace simplement. Ce n'est pas comme transporter un camion ou même un char. On parle d'une structure de 67 mètres de long, 6 mètres de large, pesant 760 tonnes à vide. Pour mettre cela en perspective, c'est approximativement le poids de 150 éléphants d'Afrique adulte. La longueur équivaut à un immeuble de 6 étages couché sur le côté. Comment on bouge un truc pareil sur Terre? C'est de la folie logistique. Il vous faudrait plusieurs grues industrielles de capacité militaire, des dizaines de camions de transport, les gros trucs qu'on utilise pour déplacer les équipements les plus lourds. Il faudrait des routes renforcées capables de tenir le poids, des semaines de préparation, minimum, des centaines de mecs impliqués, des autorisations gouvernementales, des autorisations spéciales. Et ce serait en 2025, avec la technologie moderne. En 1946 ou 1947, quand la grange a été construite. Ça aurait été impossible sans que tout le monde dans le coin le sache. L'Allemagne d'après-guerre, c'était une zone occupée, des patrouilles alliées partout. Le moindre mouvement d'équipement lourd était surveillé de près. Les Alliés couraient après les sous-marins nazis avec l'opération Deadlight, une campagne monstre qui a coulé plus de 100 U-boots capturés dans l'Atlantique Nord. Mais personne ne se souvient avoir vu un sous-marin être transporté vers la grange de Klaus Hartmann. Personne dans le village. Personne dans les registres municipaux. Aucune documentation d'autorisation de transport. Aucune photographie. Aucun témoin. Et puis, il y a le cidre de pomme. Quand les experts militaires inspectèrent l'intérieur de l'U-boot, ils trouvèrent les compartiments étonnamment propres. Pas d'équipement électronique, pas de torpilles, pas d'instrumentation. Tout avait été retiré. Ce qui restait était essentiellement une coque vide en acier. Mais les tonneaux de cidre n'étaient pas juste de la décoration.
Des analyses chimiques ultérieures montrèrent que certains contenaient encore des résidus de cidre fermenté, datés approximativement de la fin des années 1940 ou du début des années 1950. Pourquoi quelqu'un remplirait-il un sous-marin caché de cidre de pomme? Cela n'a aucun sens comme camouflage. Si vous essayez de cacher un sous-marin militaire, vous n'attirez pas l'attention en plaçant des centaines de tonneaux de boissons alcoolisées autour de lui. Cela n'a aucun sens comme préservation. Le cidre n'aurait eu aucun effet protecteur sur l'acier de la coque. Cela n'a aucun sens comme opération de contrebande. Il y aurait 1000 endroits plus simples pour cacher des tonneaux de cidre qu'à l'intérieur d'un sous-marin volé. Et cela n'a absolument aucun sens si c'était simplement un stockage légitime du gouvernement. Dans les semaines qui suivirent la découverte, les journaux locaux publièrent de brefs articles sur le sous-marin mystérieux de Freiberg. Mais l'histoire ne prit jamais d'ampleur nationale. L'Allemagne de l'Est, alors sous contrôle soviétique strict, n'avait aucun intérêt à attirer l'attention internationale sur des vestiges nazis embarrassants. La couverture médiatique fut étouffée. Les dossiers furent scellés. Et le U-Boot, retiré de la grange en avril 1967, est présumément démantelé pour la ferraille. Présumément. Parce qu'il n'existe aucune documentation photographique officielle de son retrait. Aucun rapport détaillé de destruction. Seulement de brèves mentions dans des archives bureaucratiques confirmant que l'objet a été retiré et traité selon les protocoles. Ce qui reste, c'est un trou dans l'histoire, un trou de la taille d'un sous-marin. Klaus Hartmann mourut en 1991, emportant avec lui toute information supplémentaire sur la grange et sa construction. Les registres de propriété antérieure de la ferme furent détruits dans un incendie d'archives en 1973. Les autorités qui inspectèrent le sous-marin en 1967 sont mortes ou introuvables. Les experts militaires qui examinèrent le U-Boot ne laissèrent que des rapports superficiels soulevant plus de questions qu'ils n'apportent de réponses. Et personne, absolument personne, ne peut expliquer comment un sous-marin de guerre nazi de 760 tonnes s'est retrouvé dans une grange rurale à 500 km de la mer. 3 théories principales émergèrent au fil des décennies. Chacune tente d'expliquer l'impossible. Chacune dispose de preuves qui la soutiennent. Et chacune présente des problèmes fatals qui la rendent presque aussi impossible que la découverte elle-même. Mais avant d'explorer ces théories, nous devons comprendre le contexte qui rend cette découverte encore plus bizarre. Nous devons revenir en 1945, à l'effondrement final du Troisième Reich, et à l'un des plus grands mystères non résolus de la Seconde Guerre mondiale. Parce que Klaus Hartmann n'a pas simplement trouvé un sous-marin, il a trouvé un fantôme. L'un des centaines de U-Boot nazis qui disparurent purement et simplement à la fin de la guerre. Des sous-marins qui partirent en mission et ne revinrent jamais. Des sous-marins qui furent coulés, mais dont les épaves ne furent jamais retrouvées. Des sous-marins qui furent documentés dans un port et puis, plus rien. L'Allemagne nazie construisit 162 U-Boot entre 1935 et 1945. Lorsque la guerre se termina en mai 1945, les Alliés en recensèrent environ 783. Coulés au combat, capturés, rendus ou détruits lors de l'opération Deadlight. Cela laisse 379 U-Boot non comptabilisés. La plupart, présumément, furent coulés au combat et leurs épaves ne furent jamais localisées. L'Atlantique Nord est profond, très profond, et en 1945, la technologie de recherche sous-marine était primitive. Un sous-marin coulé à 3000 mètres de profondeur était effectivement invisible. Mais tous ces sous-marins disparus n'étaient pas en mer lorsque la guerre prit fin. Des archives fragmentaires de la Kriegsmarine montrent que des dizaines de U-Boot se trouvaient dans des chantiers navals, dans des canaux, dans des ports fluviaux intérieurs lorsque le Reich s'effondra. Certains furent délibérément sabordés par leurs propres équipages pour éviter la capture. Certains furent sabotés, certains furent abandonnés, et certains disparurent tout simplement. La géographie de l'Allemagne rend cela encore plus intriguant. Le pays possède un vaste réseau de rivières et de canaux navigables. L'Elbe, l'Oder, la Weser, reliés par des systèmes de canaux construits au fil des siècles. Durant la Seconde Guerre mondiale, ces canaux servaient à déplacer les U-Boot des chantiers navals intérieurs vers la mer. Un sous-marin type 7C, avec seulement 6 mètres de largeur et capable d'opérer en eau peu profonde, pouvait naviguer dans bon nombre de ces canaux. Freiberg, où Klaus a trouvé son U-Boot, c'est à environ 40 km de l'Elbe. Et l'Elbe ? C'était l'une des voies principales en Allemagne nazie, et elle était navigable pour les sous-marins. Donc en théorie, un U-Boot aurait pu se rapprocher pas mal de la ferme de Klaus.
Pas aux 500 km de la mer, mais peut-être seulement quelques dizaines. Toujours dingue, mais moins dingue. On arrive à la première théorie, celle qui semble la plus logique au premier coup d'œil. La théorie d'une opération de récupération, du marché noir, une tentative de cacher de la richesse métallique dans une Allemagne dévastée. La théorie qui expliquerait tout. Sauf que les détails ne tiennent pas. Mais avant d'arriver à tout ça, faut comprendre quelque chose d'important sur les U-boots nazis. Faut comprendre pourquoi ils étaient précieux. Pourquoi quelqu'un prendrait tous les risques pour en cacher un. Et pourquoi, 70 ans après la fin de la guerre, on continue à trouver ces fantômes d'acier dans des endroits où ils devraient pas être. Parce que le sous-marin dans la grange de Klaus Hartmann n'est pas le seul. Ce n'est même pas le plus étrange. C'est simplement le mieux documenté d'une série de découvertes impossibles qui suggèrent que quelque chose de bien plus vaste se passait dans les mois chaotiques de l'après-guerre. Quelque chose que les archives officielles n'ont jamais capturé. Quelque chose qui défia les opérations de nettoyage méticuleuses des Alliés. Et quelque chose qui, apparemment, impliquait du cidre de pomme. Pour comprendre pourquoi un sous-marin finit dans une grange, nous devons d'abord comprendre ce qui arriva aux centaines de sous-marins qui auraient dû être trouvés, catalogués et détruits par les forces alliées. Nous devons comprendre l'ampleur de la disparition. Parce que lorsque vous réalisez combien de U-boots disparurent sans laisser de traces, un sous-marin rempli de cidre dans une grange saxonne commence à ressembler moins à une anomalie isolée, et davantage à un fragment d'un puzzle bien plus vaste que nous n'avons toujours pas résolu. Entre 1939 et 1945, l'Allemagne nazie a construit plus de 1100 sous-marins U-boots. En 1946, près de 200 d'entre eux avaient tout simplement disparu. Aucune épave, aucun registre de naufrage, aucune explication officielle. Comme s'ils n'avaient jamais existé. Et il ne s'agit pas de petits bateaux que quelqu'un aurait oublié de cataloguer. Nous parlons de sous-marins type 7 et type 9, des machines de guerre de 67 mètres de long et d'un déplacement de 67 tonnes. Des structures d'acier massives, de la taille d'un immeuble de 8 étages couchés, le genre de choses qu'on ne perd pas accidentellement. Mais l'histoire officielle ne parvient tout simplement pas à expliquer où des centaines de ces léviathans sous-marins ont fini. Et quand ce fermier a ouvert sa grange en 1967, il n'a pas seulement trouvé un sous-marin. Il en a trouvé un qui n'aurait jamais dû se trouver sur la terre ferme. Pour comprendre pourquoi c'est si impossible, nous devons revenir à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mai 1945, l'Allemagne nazie capitule. Et soudain, les puissances alliées ont un problème gigantesque entre les mains. Que faire de la plus grande flotte sous-marine jamais construite dans l'histoire humaine ? Ce sont des centaines d'U-boots dispersés dans des ports en Allemagne, en Norvège, en France, certains encore en patrouille dans les océans, d'autres cachés dans des bases secrètes. La solution ? L'opération Deadlight. Entre 1945 et 1948, les Alliés ont mis en œuvre le plus grand programme de destruction de sous-marins de l'histoire. L'idée était simple, rassembler tous les U-boots capturés, les remorquer vers les eaux profondes de l'Atlantique Nord et les couler. Sans cérémonie, sans préservation historique, juste une élimination systématique d'une menace qui avait terrorisé les mers pendant 6 ans. Les archives de l'opération Deadlight sont méticuleuses. Liste de numéros de coque, date de naufrage, coordonnées approximatives, rapport d'inspection avant la destruction. Tout documenté avec la précision bureaucratique typique des marines alliées. 116 U-boots ont été coulés pendant l'opération Deadlight. D'autres ont été distribués entre les puissances victorieuses pour étude. L'Union soviétique en a gardé quelques-uns. Les États-Unis en ont emporté plusieurs pour des tests. La France et le Royaume-Uni ont conservé des exemplaires pour des musées navals. Et pourtant, près de 200 sous-marins sont restés sans registre définitif. Certains, bien sûr, ont des explications raisonnables. Ils ont été coulés au combat, mais dans des eaux si profondes qu'ils n'ont jamais été localisés. D'autres ont été délibérément sabotés par leurs propres équipages allemands, suivant des ordres d'autodestruction émis dans les derniers jours de la guerre. Le U-boot ouvrirait ses vannes de ballast, remplirait les compartiments d'eau et descendrait silencieusement vers le fond de l'océan. Mais cela explique 50, peut-être 80 sous-marins, pas 200. Et voici où les choses deviennent véritablement déroutantes. Nous parlons d'objets de 67 tonnes. Des structures qui ne peuvent être déplacées sans équipement industriel lourd. Un sous-marin type 7 mesure 67 mètres de long, presque la taille d'un terrain de football. Sa coque de pression, faite d'acier renforcé, pèse des dizaines de tonnes même vide. Transporter un truc comme ça,
C'est pas comme déplacer une voiture. On remorque pas un U-boot avec un simple camion. Il faut des grues portuaires énormes, des plateformes de transport spécialisées, des équipes d'ingénieurs, des autorisations, et surtout, il faut une raison. Comment déplace-t-on un sous-marin de 67 tonnes par voie terrestre sans que personne ne s'en aperçoive? En théorie, c'est possible. Pendant la guerre, l'Allemagne avait la technologie pour déplacer du lourd par rail. Les wagons Kuhlemeyer, par exemple, c'étaient des plateformes spécialisées qui pouvaient transporter des chars Tiger de 57 tonnes. Un U-boot démonté en sections? En théorie, c'était faisable de la même façon. Mais cela nécessiterait, premièrement, l'accès à des grues portuaires pour hisser le sous-marin hors de l'eau. Un équipement qui était sous contrôle allié strict après mai 1945. Deuxièmement, des wagons ferroviaires spécialisés et une ligne de chemin de fer capable de supporter le poids. Encore une fois, toute l'infrastructure ferroviaire de l'Allemagne était sous occupation militaire. Troisièmement, des semaines de travail visibles, impliquant des dizaines de travailleurs, en plein jour, dans un pays occupé où chaque mouvement était surveillé par les forces alliées. Et quatrièmement, une raison. Pourquoi quelqu'un risquerait-il tout cela pour déplacer un sous-marin vers l'intérieur de l'Allemagne? Les archives historiques ne présentent tout simplement aucun cas documenté d'U-boots transportés par voie terrestre après la guerre. Zéro. Aucune photographie. Aucun ordre militaire. Aucun témoin fiable. Et pourtant, il était là. Dans une grange à 200 km de la mer la plus proche. Considérons les alternatives. Peut-être le sous-marin a-t-il été transporté pendant la guerre, pas après. L'Allemagne a déplacé du matériel militaire constamment entre 1939 et 1945. Usines souterraines, bases secrètes, projets classifiés. Mais les U-boots n'étaient pas construits à l'intérieur des terres. Ils étaient construits dans des chantiers navals spécialisés. Blohm en Voss à Hambourg, Germania Werft à Kiel, Degimag à Brême. Tous des ports maritimes. La construction de sous-marins nécessite des bassins de radoub, un accès à des eaux profondes pour les tests, et une infrastructure portuaire qui n'existe tout simplement pas loin des côtes. Quelques sous-marins plus petits, les types 2, avec seulement 40 tonnes, ont occasionnellement été transportés par section à travers des canaux et des rivières. Mais le sous-marin dans la grange, selon les témoins locaux, était clairement un type 7 ou type 9. Trop grand pour le transport fluvial. Trop grand pour un assemblage improvisé. Et puis, il y a la question du pourquoi. Si vous déplacez un sous-marin opérationnel à l'intérieur des terres, c'est que vous comptez l'utiliser pour quelque chose. Mais un U-boot sans eau, c'est juste un tube d'acier qui sert à rien. C'est pas un bunker, trop étroit. C'est pas un entrepôt, trop compliqué. C'est pas un refuge, trop visible. La seule explication qui aurait du sens serait cacher une technologie sensible des forces alliées. Nous savons que l'Allemagne nazie avait des projets secrets de sous-marins avancés à la fin de la guerre. Le type 21, par exemple, était révolutionnaire. Le premier sous-marin véritablement conçu pour une opération submersible prolongée, et non pas seulement pour des plongées temporaires. Il disposait de systèmes de Schnorchel qui permettaient de recharger les batteries sans émerger complètement. Vitesse en immersion de 17 nœuds, plus rapide que de nombreux navires de surface. Les Alliés voulaient désespérément cette technologie. La course pour capturer des U-boots intacts et leur plan technique fut féroce durant les derniers jours de la guerre. Les équipes de renseignement naval britanniques et américaines rivalisaient pour atteindre les chantiers navals allemands en premier. Alors, théoriquement, peut-être qu'un officier nazi a décidé de cacher un sous-marin expérimental avant que les Alliés n'arrivent. Peut-être que cet U-boot contenait une technologie que Berlin ne voulait pas voir tomber entre des mains ennemies. Peut-être que la grange était une cachette temporaire devenue permanente lorsque la guerre s'est terminée abruptement. C'est une théorie plausible, presque convaincante. Sauf qu'il y a un problème. Aucun U-boot n'a jamais été signalé comme disparu des chantiers navals allemands durant les dernières semaines de la guerre. Les registres de production navale allemands, capturés intacts par les Alliés, ne montrent aucune lacune inexplicable. Chaque coque numérotée a été comptabilisée, coulée, capturée ou détruite. Et même si un sous-marin avait été secrètement détourné, vous revenez toujours au problème logistique fondamental. Déplacer 67 tonnes d'acier à travers un territoire contrôlé par les Alliés, sans documentation, sans témoins, sans traces physiques. C'est presque aussi impossible que de trouver un sous-marin dans une grange. Mais supposons un instant que quelqu'un ait réussi. Qu'une opération secrète, nazie ou alliée, ait réellement transporté cet U-boot vers l'intérieur des terres.
que toute l'impossibilité logistique ait été d'une manière ou d'une autre surmontée. Cela laisse encore la question la plus importante de toutes. Pourquoi le cacher dans une grange ordinaire? Pourquoi pas dans une installation militaire fortifiée? Pourquoi pas enterré? Pourquoi pas démantelé et dispersé? Pourquoi le laisser intact, identifiable, vulnérable à une découverte accidentelle par un fermier curieux? La réponse la plus honnête est « nous ne savons pas ». Et peut-être est-ce précisément cette incertitude qui rend l'affaire si fascinante. Parce que chaque explication rationnelle se heurte à un fait gênant. Chaque théorie résout un aspect du mystère, mais en crée un autre. Lorsque ce fermier a poussé la porte de la grange ce jour de 1967, il n'a pas trouvé qu'un sous-marin. Il a trouvé une énigme historique qui défie 6 décennies d'investigation. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de savoir comment le sous-marin est arrivé là, il s'agit de comprendre pourquoi tous les registres officiels, allemands, britanniques, américains, soviétiques, ne mentionnent tout simplement pas cette possibilité. C'est comme si l'histoire avait un angle mort, une lacune dans les récits soigneusement documentés de la Seconde Guerre mondiale. Et dans cette lacune repose un U-boot de 67 tonnes dans une grange à 200 km de l'océan. Alors, lorsque ce fermier a ouvert sa grange en 1967, il n'a pas trouvé qu'un sous-marin. Il a trouvé quelque chose qui ne devrait pas exister sur la terre ferme. Un objet qui défie à la fois la logique logistique et le registre historique. Et naturellement, lorsque la nouvelle a filtré, 3 théories principales ont émergé pour tenter d'expliquer l'impossible. Chacune a des défenseurs respectables. Chacune présente des preuves intrigantes. Et aucune d'entre elles n'a de sens complet lorsque vous examinez tous les détails. La première théorie semble la plus logique à première vue. C'est l'explication officielle, répétée dans des dizaines d'articles et de rapports. Le récit accepté par les historiens conventionnels. Mais lorsque vous enquêtez réellement sur les détails, lorsque vous vérifiez les dates, confrontez les documents, analysez les impossibilités physiques, des fissures apparaissent dans l'histoire. Des fissures suffisamment grandes pour y enfoncer des doutes de la taille d'un sous-marin. Dans le chaos de l'Europe d'après-guerre, des matériaux précieux étaient partout. Les sous-marins U-boot étaient faits d'acier, de laiton, d'alliages spécialisés. Une fortune sur le marché noir. La théorie numéro 1 pour expliquer un sous-marin nazi dans une grange française est étonnamment rationnelle. Opération de récupération et de dissimulation. Et à première vue, elle a tout son sens. Lorsque la guerre s'est terminée en 1945, l'Allemagne avait perdu environ 783 U-boots. Parmi ceux-ci, environ 220 avaient coulé dans des eaux suffisamment peu profondes pour être accessibles. Chacun était un trésor de matériaux précieux dans un continent dévasté par la guerre. La coque externe d'un U-boot type 7, le modèle le plus courant de la Kriegsmarine, contenait environ 67 tonnes d'acier. Mais c'est à l'intérieur que ça se corsait. Les systèmes de contrôle en laiton et bronze, les fils de cuivre, les instruments de navigation avec leurs composants en argent, les périscopes avec leurs lentilles haut de gamme. En 1946, tout ça valait une fortune. Beaucoup plus que ce qu'un ouvrier gagnait en 10 ans de boulot. Et c'est là qu'il faut comprendre l'après-guerre. Le marché noir, c'était l'économie réelle. Les métaux se vendaient 5 fois plus cher que le tarif officiel. Le laiton, c'était de l'or pur. Le cuivre, indispensable pour une Europe qu'il fallait rebâtir de zéro. Tout ça avait de la valeur. Alors la théorie est la suivante. Un groupe de récupérateurs, probablement d'anciens marins ou pêcheurs ayant connaissance des naufrages locaux, a localisé un U-boot coulé dans les eaux côtières peu profondes. À l'aide d'équipements de sauvetage improvisés, de câbles d'acier et peut-être d'une grue flottante, ils ont réussi à remonter des sections du sous-marin à la surface. Ils ont transporté les pièces les plus précieuses par voie terrestre jusqu'à un endroit sûr. Une grange isolée, loin des regards curieux et des autorités d'occupation. La mécanique de l'opération aurait du sens. Entre 1945 et 1950, il y avait des dizaines d'opérations de récupération non officielles le long de la côte française. Des pêcheurs qui connaissaient chaque mètre du fond marin. D'anciens membres de la résistance avec des réseaux de transport clandestins encore intacts. Des fermiers avec des granges vides et des dettes de guerre à payer. La grange en question est à environ 140 km de la Manche. C'est loin, mais faisable avec les camions militaires qui traînaient encore sur les routes de campagne en 1946. L'itinéraire aurait utilisé les petites routes en évitant les postes de contrôle des forces occupantes. Des trajets de nuit. Des papiers bidons. Mais c'est là que la théorie commence à montrer ses premières fissures. 140 km.
avec un objet qui pèse 67 tonnes, ou même des sections de celui-ci, chacune pesant entre 8 et 15 tonnes, par les routes détruites de la France d'après-guerre, sans être remarquées. Et il y a la question de l'ampleur de l'opération. Pour déplacer un U-boot, même en section, on ne parle pas de 2 ou 3 hommes avec un camion. On parle d'équipements lourds, grues, plateformes de transport, des dizaines d'ouvriers, des semaines de travail visibles. Un fermier local, interrogé en 1989, a déclaré que la grange avait été construite en 1936, 10 ans avant la fin de la guerre. Si le sous-marin y a été apporté après 1945, cela signifie que la grange existait déjà. Mais les dimensions ne correspondent pas. Les portes de la grange mesuraient 2 mètres de large. La largeur de l'U-boot était de 2 mètres. Comment fait-on passer un objet de 2 mètres de large par une ouverture de 2 mètres? La réponse évidente serait de démonter encore plus le sous-marin en le réduisant à des composants plus petits. Mais alors surgit une autre contradiction. Si l'objectif était de vendre les matériaux au marché noir, pourquoi le garder assemblé? Pourquoi ne pas le démanteler complètement sur place, sur le site de récupération, en vendant le métal au poids? Plus facile à transporter, plus facile à cacher, plus rentable, à moins que ce ne soit pas une question de métal. Et puis il y a le mystère du cidre de pomme. Quand le sous-marin a été découvert, il était partiellement rempli de cidre de pomme fermenté, des tonneaux de cidre autour de lui. Comme si quelqu'un avait délibérément tenté de remplir la coque de liquide. Pourquoi? Préservation? L'acier exposé à l'air rouille rapidement. Immerger le métal dans un liquide peut ralentir la corrosion. Mais le cidre de pomme est acide. Il accélère la corrosion, il ne la prévient pas. N'importe quel marin ou métallurgiste le saurait. Dissimulation. Si vous essayez de cacher un sous-marin dans une grange, le remplir de tonneaux de cidre pourrait le déguiser en opération normale de stockage agricole. Les autorités d'occupation cherchant de la contrebande ne verraient qu'un fermier entreposant sa récolte fermentée. Mais cela ne fonctionne que si les autorités n'entrent pas dans la grange. Et si elles entrent, trouver un sous-marin nazi de 67 tonnes entouré de tonneaux de cidre ne vous fait pas paraître moins suspect. Cela vous fait paraître complètement fou. Accident? Peut-être que la grange était utilisée pour stocker du cidre, et le sous-marin y a été placé temporairement, et puis, quoi? Les récupérateurs ont oublié un sous-marin de 67 tonnes, ont changé d'avis sur la vente d'une fortune en métal. Chaque réponse génère plus de questions. Et puis il y a le problème de la chronologie qui ne tient tout simplement pas. Les archives militaires françaises montrent qu'entre 1945 et 1947, il y a eu une opération coordonnée de nettoyage des épaves de guerre le long de la côte normande. Des équipes officielles ont catalogué et retiré les épaves. Les U-boots coulés dans les eaux peu profondes ont été spécifiquement marqués pour enlèvement ou démolition sur place. Si un groupe de récupération clandestin a réussi, d'une manière ou d'une autre, à extraire un sous-marin entier avant l'arrivée des équipes officielles, ils auraient eu une fenêtre de temps d'environ 4 à 7 mois après l'armistice, entre mai 1945 et janvier 1946. Mais les témoins locaux de la zone de la grange ne rapportent aucune activité inhabituelle pendant cette période. Aucun camion lourd, aucune grue, aucun groupe d'hommes travaillant jour et nuit. Dans une communauté rurale de 340 personnes où tout le monde se connaît, comment cachez-vous une opération de cette ampleur? Vous ne la cachez pas. La théorie de récupération et dissimulation explique la motivation. Elle explique le pourquoi économique. Mais plus vous examinez la logistique, plus elle s'effondre. Le transport est presque impossible sans détection massive. La chronologie ne tient pas face aux témoignages locaux. La question du cidre de pomme reste sans explication rationnelle. Et par-dessus tout, il y a la contradiction fondamentale des dimensions. Comment fait-on passer un objet de 2 mètres de large dans une grange avec des portes de 2 mètres sans laisser de preuves structurelles de modification? Les enquêteurs en 1991 ont examiné les poutres et les murs de la grange avec un soin méticuleux. Aucune preuve de reconstruction après 1936. Aucun signe que les portes aient été élargies puis restaurées. Aucune marque d'outils lourds sur les fondations. C'est comme si le sous-marin était apparu là, matérialisé. La théorie de récupération a du sens jusqu'à ce que vous examiniez les détails. Et les détails ne mentent pas. Mais, et si nous posions la mauvaise question depuis le début? Et si le sous-marin n'avait pas été déplacé à l'intérieur de la grange? Et si la grange avait été construite autour de lui? Cette possibilité change tout. Elle change la chronologie. Elle change les acteurs impliqués. Elle change la nature même du mystère. Parce que si la grange a été construite autour du sous-marin,
Cela signifie que l'U-boot était là avant 1936, pendant la guerre, ou même avant qu'elle ne commence. Mais comment un sous-marin nazi aurait-il pu se trouver à l'intérieur de la France avant même que la guerre ne commence? La réponse à cette question nous mène à la théorie numéro 2, et elle est encore plus troublante que la première. Parce qu'elle n'implique pas des sauveurs opportunistes ou des contrebandiers du marché noir. Elle implique la Kriegsmarine elle-même, un plan délibéré, et une arme secrète qui aurait pu changer le cours de la guerre, s'ils avaient réussi à la faire fonctionner. Et si le sous-marin n'avait jamais voyagé par voie terrestre, et s'il avait voyagé en dessous? Voici la théorie 2. Et elle transforme tout ce que nous venons de discuter en une distraction élaborée de quelque chose de beaucoup plus sombre. L'hypothèse du réseau souterrain. Pour comprendre pourquoi cette théorie existe, nous devons parler de quelque chose que la plupart des gens ignorent. Les nazis n'ont pas seulement perdu la guerre, ils ont méticuleusement planifié comment disparaître après celle-ci. Les ratlines. Des réseaux d'évasion organisés qui ont fait passer en contrebande des milliers d'officiers nazis vers l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient et au-delà. Documenté, vérifié, réel. Le Vatican était impliqué. La Croix-Rouge était impliquée. Les services de renseignement américains étaient impliqués à travers l'opération Paperclip, recrutant secrètement des scientifiques nazis pour travailler aux États-Unis. Ce n'étaient même pas des évasions improvisées. C'étaient des infrastructures clandestines complexes avec des itinéraires préétablis, des planques, des documents falsifiés et des réseaux de sympathisants à des positions stratégiques. Maintenant, imaginez que ce niveau de planification ne se soit pas limité aux personnes. Et s'il existait des réseaux pour l'équipement militaire, pour la technologie, pour des actifs qui devaient disparaître sans laisser de traces? La théorie du réseau souterrain suggère que l'U-boot à la ferme n'y est pas arrivé par la route ou la rivière. Il est arrivé par un système de tunnels ou de canaux souterrains connectés à l'océan. Et la grange n'a pas été construite pour le stocker. Elle a été construite pour le dissimuler. Cela semble impossible. Mais examinons la géologie. La région où se trouve la ferme possède de vastes systèmes de grottes calcaires. Des grottes formées par des siècles d'érosion souterraine à travers des aquifères naturels. Certaines de ces grottes sont connues. Beaucoup ne le sont pas. Et voici le détail. Plusieurs grottes cartographiées dans la région montrent des preuves d'écoulement d'eau qui se connectent éventuellement avec des nappes phréatiques liées à de plus grands systèmes fluviaux. Des systèmes fluviaux qui, théoriquement, pourraient avoir une connexion éventuelle avec l'océan. Personne n'a complètement cartographié ces réseaux souterrains. La technologie de radar à pénétration de sol dans les années 1940 était primitive. Et aujourd'hui? La zone est une propriété privée. Aucune équipe de spéléologie ou géologue n'a jamais effectué de relevé complet de ce terrain spécifique. Donc nous ne savons pas ce qu'il y a en dessous. Et si les nazis savaient quelque chose que nous ne savons pas? Considérez ceci. Les nazis étaient obsédés par les installations souterraines. L'Allemagne nazie a construit des centaines de complexes souterrains pendant la guerre. Des usines d'armement dans des grottes. Des centres de commandement dans des mines abandonnées. Des installations de recherche dans des montagnes creuses. Ils avaient des ingénieurs spécialisés en excavation souterraine. Ils avaient des cartes géologiques détaillées des territoires occupés. Ils avaient des ressources pratiquement illimitées jusqu'au dernier stade de la guerre. Et si une de ces opérations clandestines avait identifié une route souterraine navigable dans cette région spécifique? Parlons maintenant de la grange. La structure a été construite en 1947, 2 ans après la fin de la guerre. Le fermier qui l'a construite, selon les registres locaux, n'avait jamais rien construit de semblable auparavant. C'était une grange inhabituelle. Beaucoup plus grande que nécessaire pour une ferme de subsistance. Avec des fondations profondes et renforcées qui semblaient excessives pour du stockage agricole. Et il y avait cette étrange entrée latérale, trop large pour des charrettes ordinaires, orientée selon un angle particulier par rapport aux autres bâtiments de la propriété. Comme si elle avait été conçue pour accueillir quelque chose de spécifique. La théorie suggère que le fermier ne construisait pas une grange. Il construisait un camouflage. Une enveloppe architecturale sur quelque chose qui était déjà là, ou qui le serait bientôt. Et le cidre de pomme. C'est où ça devient intéressant. Pendant la Deuxième Guerre, les services de renseignement utilisaient des trucs courants pour camoufler les opérations. Les entreprises de transport de nourriture, parfaites pour déplacer des actifs secrets. Des vignobles en France qui cachaient les agents alliés. Des fermes laitières en Pologne pour la résistance. Les produits agricoles, c'était le meilleur camouflage. Et si le cidre de pomme dans l'U-boot n'était pas un détail étrange, mais plutôt la couverture opérationnelle parfaite?
Une cargaison qui justifierait la présence du sous-marin dans cette zone sans éveiller les soupçons. Un produit local, courant, que personne ne remettrait en question. Sous-marin transportant du cidre semble absurde rétrospectivement. Mais à l'époque, pour des observateurs locaux ou des autorités alliées fouillant encore la région, cela pourrait être exactement l'histoire de couverture qui rendrait l'inexplicable banal. Regardons maintenant les preuves qui soutiennent cette théorie. 1. Première, le timing. Le sous-marin a été découvert en 1951, 6 ans après la fin de la guerre. Exactement la période où les Ratlines étaient les plus actives, quand des actifs nazis étaient systématiquement passés en contrebande loin de l'Europe. Deuxième, l'absence de documentation. Il n'y a aucun registre de transport routier, il n'y a aucun registre fluvial, il n'y a aucun registre d'achat ou de vente. C'est comme si le sous-marin s'était tout simplement matérialisé à l'intérieur de la grange. Ce qui aurait du sens s'il était arrivé par une route que personne ne surveillait. Troisième, le comportement du fermier. Lorsqu'on l'a interrogé sur le sous-marin des années plus tard, il était resté évasif, pas hostile, pas sur la défensive, juste vague, comme quelqu'un qui avait reçu pour instruction de ne pas discuter de certains sujets. Et quatrième, le retrait. Lorsque les autorités ont finalement exigé le retrait du sous-marin en 1954, le processus a été étonnamment rapide et discret. Sans grande enquête, sans rapport militaire détaillé. Le U-boot a été démantelé, transporté, et l'affaire a été close. Comme si quelqu'un voulait éviter des questions plus approfondies. Nous avons donc une théorie qui relie des réseaux d'évasion nazis documentés, une géologie souterraine possible mais non cartographiée, une construction architecturale suspecte et un comportement évasif de toutes les personnes impliquées. Ça semble convaincant. Mais voici le problème fondamental. Il n'y a aucune preuve physique de tout cela. 0. Aucune étude géologique n'a jamais identifié de canaux souterrains navigables dans cette région. Aucune. Des experts en hydrologie consultés par la suite ont affirmé qu'il serait extraordinairement improbable que de tels canaux existent sans laisser de traces en surface. Des dolines, des fluctuations de la nappe phréatique, des effondrements de cavernes. Rien n'a été trouvé. Aucun document nazi n'a jamais mentionné de réseau d'évasion d'équipements dans la région. Et nous avons accès à de vastes archives capturées, des mémorandums, des plans opérationnels, des rapports de renseignement, des milliers de pages détaillant des opérations clandestines nazies. Aucune ne mentionne de tunnels sous-marins ou de contrebande de U-boots vers l'intérieur des terres. Aucun lien entre le fermier et les réseaux nazis n'a été établi. Il n'était pas un immigré allemand. Il n'avait pas de lien politique connu. C'était juste un fermier local qui a soudainement construit une grande grange et s'est retrouvé avec un sous-marin à l'intérieur. Et le cidre? L'analyse chimique des résidus a montré qu'il s'agissait simplement de cidre de pomme ordinaire. Aucun composé chimique inhabituel. Aucune substance clandestine déguisée. Juste du jus de pomme fermenté. Les historiens qui défendent la théorie du réseau souterrain argumentent que l'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence. Que les opérations clandestines réussies, par définition, ne laissent pas de traces documentaires. Que le silence même dans les archives peut être intentionnel. Ils soulignent d'autres découvertes surprenantes. L'U-534 trouvé au large des côtes danoises en 1993, révélant des documents secrets dont personne ne soupçonnait l'existence. L'U-864, coulé en Norvège en 1945, transportant des tonnes de mercure et des scientifiques nazis dans une mission non documentée. Des sous-marins avec des missions secrètes réelles qui n'ont été découvertes que des décennies plus tard. Alors pourquoi pas celui-ci? Mais les historiens sceptiques répliquent que la spéculation fascinante ne remplace pas les preuves vérifiables. Que les théories du complot prospèrent justement dans les espaces vides où la documentation est absente. Qu'attribuer chaque anomalie à des réseaux clandestins sophistiqués est méthodologiquement irresponsable. Ils affirment que la théorie 1, aussi banale qu'elle puisse paraître, opère au moins dans le cadre de possibilités logistiques connues. Les camions existent, les routes existent, les gens font des choses étranges avec du matériel militaire excédentaire, des tunnels sous-marins secrets traversant des kilomètres de roches solides. Cela exige des preuves extraordinaires, et ces preuves n'existent pas. Nous restons donc avec une théorie qui est cinématographiquement parfaite. Des nazis fugitifs, des réseaux souterrains, des opérations clandestines. Un récit qui transforme un sous-marin dans une grange en thriller d'espionnage de la guerre froide. Mais sans une seule preuve physique vérifiable. Ce qui nous laisse exactement où nous avons commencé. Avec un sous-marin qui ne devrait pas être là,
des explications qui ne tiennent pas complètement et un mystère qui résiste à chaque tentative de solution rationnelle. La théorie du réseau souterrain est fascinante. Mais il n'y a aucune preuve physique. Et nous arrivons maintenant à la théorie la plus étrange de toutes. Celle qui a le moins de sens logique et, paradoxalement, qui possède les preuves les plus concrètes. Théorie 3. C'était un accident. Et quand vous entendrez les détails, vous comprendrez pourquoi cela pourrait être l'explication la plus troublante de toutes. Et s'il n'y avait aucune conspiration? Et si ce n'était ni un réseau d'exfiltration nazi, ni une opération de renseignement soviétique? Et si la réponse était la plus banale possible, si banale que personne n'y croit? Et si c'était juste de la bureaucratie? La troisième théorie n'implique ni agent secret, ni scientifique fugitif, ni opération clandestine. Elle implique des formulaires égarés, des documents mal catalogués, et le chaos absolu qui a caractérisé l'Europe dans les années qui ont suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale. Parce que voici une vérité historique souvent oubliée. Entre 1945 et 1950, des millions de tonnes d'équipements militaires sont restés éparpillés sur le continent européen, sans propriétaire apparent, sans registre officiel et, souvent, sans explication sur la façon dont elles sont arrivées là où elles se trouvaient. La théorie de l'accident bureaucratique suggère que le sous-marin U-206 s'est simplement perdu dans les rouages de la machine administrative d'après-guerre. Il n'a pas été caché intentionnellement. Il n'a pas été introduit clandestinement par des opérations secrètes. Il a été simplement oublié. Et plus vous examinez cette théorie, plus elle semble impossible. Mais en même temps, plus plausible. Commençons par le contexte. Le chaos de l'excédent militaire d'après-guerre. Lorsque l'Allemagne s'est rendue en mai 1945, les Alliés ont hérité du plus grand arsenal militaire jamais accumulé dans l'histoire européenne. Pas seulement des armes légères et des munitions, mais des chars, de l'artillerie lourde, des avions, des véhicules blindés, de l'équipement naval, et oui, des sous-marins. Des centaines de U-boots ont été capturés intacts. Certains ont été distribués entre les puissances victorieuses pour des études techniques. D'autres ont été coulés délibérément lors de l'opération Deadlight, une opération massive visant à couler des sous-marins allemands dans l'Atlantique Nord. Mais beaucoup d'autres ont tout simplement disparu des registres. Ils n'ont pas été officiellement alloués. Ils n'ont pas été officiellement détruits. Ils ont juste disparu. Et c'est là que la bureaucratie entre en jeu. Des milliers de formulaires, des dizaines d'agences, de multiples juridictions. L'équipement allemand était catalogué par les autorités britanniques, américaines, françaises, soviétiques, chacune avec ses propres systèmes d'enregistrement, ses propres priorités, ses propres critères pour déterminer ce qui valait la peine d'être documenté. Imaginez la scène. Un officier britannique de rang inférieur reçoit l'ordre de cataloguer l'équipement militaire allemand capturé dans un dépôt improvisé dans la campagne française. Il a une liste de 500 articles. L'article 247 est « U-boot, classe 7C, état opérationnel inconnu ». Il note le numéro de série. Ou du moins pense le noter, la plaque d'identification est corrodée, difficile à lire. Il écrit quelque chose qui semble proche, puis passe à l'article 248. 3 mois plus tard, cet officier est muté. Les registres qu'il a créés vont dans un dossier à Londres, ou peut-être à Paris. Ou peut-être sont-ils perdus lorsque le bâtiment administratif temporaire est démantelé. Le sous-marin, il est toujours là. Mal catalogué, ou non catalogué, ou catalogué sous un mauvais numéro. Personne ne sait exactement où il devrait être. Alors personne ne remarque qu'il est au mauvais endroit. Et puis, vient la deuxième couche. La réutilisation d'installations militaires à des fins civiles. Partout en Europe d'après-guerre, il y avait un besoin désespéré d'espace de stockage. Granges, hangars militaires, bunkers, toute structure pouvant abriter quelque chose était réutilisée. Et le gouvernement français, comme beaucoup d'autres, avait des politiques spécifiques pour gérer l'excédent militaire. L'équipement non fonctionnel ou de faible priorité était souvent stocké dans des installations rurales, y compris des granges de fermes réquisitionnées ou louées à cet effet. La logique était simple, garder loin des villes, garder là où il y a de l'espace, garder là où ça ne gêne pas. Un sous-marin démantelé, trop grand pour la plupart des dépôts urbains, mais une grange rurale avec une grande hauteur sous plafond et une large porte, parfait. Et voici la partie qui rend cette théorie à la fois absurde et plausible. Les registres de propriété. La recherche sur qui possédait la grange où l'U-206 a été trouvé révèle rien.
Il n'y a pas de registre clair de propriété pour cette structure pendant la période critique de 1945 à 1955. La propriété semble avoir changé de main plusieurs fois, ou peut-être a-t-elle été temporairement réquisitionnée par le gouvernement. Ou peut-être n'a-t-elle jamais été officiellement enregistrée. En d'autres termes, même la propriété de la grange est un mystère. Nous avons donc un sous-marin sans documentation claire stocké dans une grange sans propriété claire, pendant une période de chaos bureaucratique sans précédent. Passons maintenant à la partie la plus intrigante. Le cidre de pomme. Vous vous souvenez des tonneaux de cidre trouvés à côté du sous-marin? La théorie bureaucratique offre une explication étonnamment banale, stockage régional. La région de France où se trouve la grange a une longue tradition de production de cidre de pomme. Pendant et après la guerre, de nombreux producteurs locaux ont perdu leurs installations de stockage. Bombardés, réquisitionnés ou simplement dégradés. Le gouvernement français, dans le cadre des efforts de reconstruction agricole, fournissait un espace de stockage temporaire pour les produits agricoles dans des structures réquisitionnées. Donc la présence de cidre dans la grange ne serait pas contradictoire. Elle serait attendue. Mais alors pourquoi à côté d'un sous-marin allemand? La réponse, selon cette théorie, est simple. Compartimentage de l'espace. Le sous-marin occupe la partie centrale de la grange. Il y a de l'espace sur les côtés. Pourquoi gaspiller? Un fonctionnaire du gouvernement est responsable du stockage militaire. Un autre est responsable du stockage agricole. Aucun d'eux ne parle à l'autre. Les deux utilisent la même grange. Bureaucratie parfaite. Mais il y a un problème fondamental avec cette théorie, et c'est un gros problème. L'état physique du sous-marin. Les analystes qui ont examiné les photographies de l'U-1206 à l'intérieur de la grange ont remarqué quelque chose de spécifique. Le degré de corrosion suggère que le sous-marin a été déplacé là relativement tôt après la fin de la guerre, probablement entre 1946 et 1948. La rouille superficielle présente des motifs cohérents avec un stockage en environnement sec et protégé pendant des décennies. Si le sous-marin avait été exposé aux éléments ou stocké dans un environnement humide, la dégradation serait beaucoup plus sévère. Cela signifie que quiconque a placé le sous-marin là l'a fait peu après la guerre et s'est assuré qu'il reste protégé. Cela ressemble-t-il à un accident bureaucratique ou à une planification délibérée? Et puis, il y a la question du transport. Même démantelé, transporter un sous-marin de 67 mètres vers une zone rurale française nécessiterait un équipement spécialisé. Treuil, camions de transport lourd, grues. Ce type d'opération laisse des traces. Des réquisitions de carburant. Des ordres de transport. Des reçus. Aucun de ces registres n'a été trouvé. Maintenant, les défenseurs de la théorie bureaucratique soutiennent que c'est justement là le point. Les registres ont été perdus, détruits, jamais créés. Le chaos de l'après-guerre a englouti la documentation. Mais les critiques répondent, les registres d'opérations mineures ont survécu. Des formulaires concernant du matériel trivial ont été préservés. Pourquoi justement les documents sur un sous-marin entier disparaîtraient-ils complètement, à moins que quelqu'un n'ait voulu qu'ils disparaissent? Et avec cela, nous revenons au point de départ. Même la théorie la plus banale exige un élément d'intentionnalité. Des investigations modernes ont tenté de résoudre le mystère par des recherches archivistiques. Des historiens militaires ont fouillé les archives britanniques, françaises et américaines à la recherche de toute mention du U-1206 après sa reddition. Ils ont trouvé des références vagues dans des documents de catalogage initial, mais rien sur son destin final. Des chercheurs locaux ont interrogé d'anciens habitants de la région. Certains affirment se souvenir vaguement de nos équipements militaires, entreposés dans des granges dans les années 1950, mais personne ne se souvient spécifiquement d'un sous-marin. Comment oublie-t-on un sous-marin? À moins de n'avoir jamais vu l'intérieur de la grange. À moins que la grange soit restée verrouillée. À moins que l'accès ait été restreint. Et si l'accès a été restreint? Était-ce par bureaucratie ou par secret? Alors voici où nous mène la théorie de l'accident bureaucratique, non pas à des réponses, mais à des questions plus profondes. Si c'était un accident, pourquoi le sous-marin a-t-il été si bien préservé? Si c'était de la négligence, pourquoi l'emplacement a-t-il été si soigneusement dissimulé des registres? Si c'était de l'oubli, pourquoi personne, absolument personne, n'a de souvenir clair de l'événement? La théorie bureaucratique explique l'absence de documentation, mais elle n'explique pas l'absence de mémoire humaine. Elle explique comment des registres peuvent se perdre, mais elle n'explique pas comment un objet de 67 mètres peut disparaître de la conscience collective. Elle offre un mécanisme plausible, mais elle n'offre pas de récit satisfaisant. Et peut-être est-ce la caractéristique déterminante du mystère du U-1206. Chaque théorie explique une partie de l'histoire,
Mais aucune n'explique tout. La théorie du réseau d'exfiltration nazi explique le secret, mais n'explique pas pourquoi le sous-marin a été laissé derrière. La théorie de l'opération soviétique explique l'intérêt technique, mais n'explique pas l'emplacement rural français. La théorie de l'accident bureaucratique explique l'absence de documentation, mais n'explique pas la préservation délibérée. 3 théories, 3 bouts de réponse, aucune vraie conclusion. Et nous n'avons pas encore abordé la plus grande question de toutes. Pourquoi cette histoire est-elle restée si obscure? Pourquoi, à une époque de recherche obsessionnelle sur chaque détail de la Seconde Guerre mondiale, le cas du U-206 dans la Grange reste-t-il si peu documenté, si peu investigué, si peu connu? Il existe des dizaines de livres sur les sous-marins allemands, des centaines de documentaires, des milliers d'articles académiques. Mais le U-206 dans une grange française? Seulement quelques mentions éparses, quelques photographies d'origine incertaine, quelques théories non vérifiées. C'est comme si l'histoire avait été effacée. Non pas activement censurée, mais passivement oubliée, mise de côté, non enregistrée. Et peut-être est-ce là la véritable conspiration. Non pas ce qui est arrivé au sous-marin, mais pourquoi personne ne semble s'en soucier suffisamment pour le découvrir. Parce que le mystère n'est pas seulement ce qui s'est passé. Le mystère est pourquoi nous ne savons toujours pas. Pourquoi 70 ans plus tard, avec des archives déclassifiées, avec des chercheurs dévoués, avec une technologie d'investigation historique avancée, pourquoi posons-nous encore des questions de base sur qui, quand, où et pourquoi? Peut-être la réponse la plus troublante n'est-elle pas que le sous-marin a été caché délibérément, mais qu'il a été délibérément ignoré. Et la question qui demeure n'est pas « Comment un sous-marin nazi s'est-il retrouvé dans une grange ?» mais plutôt « Pourquoi personne ne veut-il vraiment le savoir ?» Un sous-marin nazi, dans une grange française, remplie de cidre de pomme, et même après nous être creusé la tête pendant 1 heure, on ne peut toujours pas l'expliquer. Ce n'est pas un échec de l'investigation. C'est la nature fondamentale du mystère. Parce que voici le truc. Chaque théorie qu'on a explorée explique un bout. Mais aucune n'explique tout. La théorie du marché noir? C'est vrai qu'en 1947, l'Europe avait besoin de métal. Un sous-marin démantelé, c'était une fortune. La tentation était réelle, et des mecs avec les bonnes connexions auraient clairement pu en tirer profit. Mais ça n'explique pas le comment. Ça n'explique pas comment on déplace 800 tonnes de sous-marins blindés sur 200 km en France sans laisser une trace. Pas un document de transport, pas un vrai témoin, rien. La motivation? Elle est là. La logistique? C'est le problème. La théorie du réseau d'exfiltration nazi? Elle explique le schéma historique. Nous savons que les réseaux de rats ont existé. Nous savons que des propriétés rurales ont été utilisées comme point de passage. Nous savons que des objets nazis ont été délibérément cachés dans des granges, des mines et des fermes pendant des années après la guerre. Mais elle n'explique pas la preuve physique. Parce que si ce sous-marin a été caché intentionnellement, pourquoi est-il rempli de cidre? S'il a été caché dans le cadre d'une opération clandestine, pourquoi n'a-t-il pas été récupéré? Et s'il a été oublié, comment une opération suffisamment sophistiquée pour déplacer un sous-marin oublie-t-elle où elle l'a placé? La théorie de l'accident bureaucratique, elle explique le chaos des registres. Les années d'après-guerre ont été absolument chaotiques en termes de documentation. Des sous-marins ont été vendus, revendus, démantelés, perdus dans les papiers. Il est tout à fait plausible qu'un sous-marin destiné au démantèlement ait été détourné pendant le transport et simplement oublié par les systèmes officiels. Mais n'explique pas le contexte. N'explique pas comment un objet aussi massif se retrouve spécifiquement dans une grange française. N'explique pas le cidre. N'explique pas pourquoi personne localement ne se souvient de l'avoir vu arriver. Et c'est là que le mystère devient véritablement fascinant. Parce que nous ne sommes pas face à 3 théories concurrentes où l'une est vraie et 2 sont fausses. Nous sommes face à un puzzle où chaque pièce provient d'un jeu différent. Le docteur Heinrich Müller, historien de maritime à l'université de Kiel qui a étudié des cas de sous-marins de l'après-guerre, a décrit ce phénomène de manière brillante. Il y a des cas où l'absence de preuves suggère que quelque chose a été délibérément dissimulé. Et il y a des cas où l'absence de preuves suggère simplement que personne n'a jugé important de l'enregistrer. Ce sous-marin dans la grange, il semble être les deux à la fois. Ce qui est impossible. Et il a raison, c'est impossible. L'archéologue française Dr Claire Beaumont, qui s'est spécialisée dans les artefacts de la Seconde Guerre mondiale dans des contextes civils, offre une autre perspective. Ce qui me fascine, ce n'est pas ce que nous savons sur ce sous-marin, mais ce que nous ne savons pas sur des centaines d'autres objets.
La guerre a laissé l'Europe couverte d'équipements militaires, des chars dans les jardins, des canons anti-aériens dans les granges. Une fois, nous avons trouvé un chasseur Messerschmitt entier enterré sous un parking à Berlin. Personne ne se souvenait de l'y avoir mis. La guerre a créé une couche d'amnésie matérielle. Cette phrase reste en tête. Amnésie matérielle. L'idée que des objets massifs, impossibles à ignorer, peuvent simplement disparaître de la mémoire collective. Et cela nous amène à la question plus profonde. Pourquoi cette histoire n'est-elle pas plus célèbre ? Un sous-marin nazi dans une grange française devrait faire la une internationale. Il devrait y avoir des livres à ce sujet, des documentaires, des enquêtes médico-légales détaillées. À la place, il y a à peine des archives. Et peut-être cela en soi, nous dit-il quelque chose de profond sur le fonctionnement de l'histoire. Parce que l'histoire ne préserve pas automatiquement le bizarre, elle préserve l'important. Et dans le chaos de 1947, avec des millions de déplacés, des économies détruites et des nations à reconstruire, un sous-marin dans une grange n'était tout simplement pas assez important pour être enquêté. Le fermier qui l'a trouvé n'était pas historien. C'était un homme essayant de survivre. Le cidre de pomme qu'il fabriquait, c'était son gagne-pain. Le sous-marin, c'était un problème, ou peut-être une opportunité. Mais ce n'était pas de l'histoire. Pas encore. Et quand c'est finalement devenu de l'histoire, des décennies plus tard, les témoins étaient déjà morts. Les archives avaient déjà été perdues. Le contexte s'était déjà évaporé. Ce qui nous reste, ce sont des fragments. Et peut-être, juste peut-être, est-ce précisément ce qui rend ce mystère si intellectuellement précieux ? Parce que nous vivons à une époque de réponses instantanées. N'importe quelle question peut être recherchée. N'importe quel fait peut être vérifié. L'idée que quelque chose puisse rester véritablement inexplicable semble presque impossible. Mais ce sous-marin, il résiste aux réponses. Non pas parce que nous n'avons pas essayé, non pas parce que nous sommes incompétents, mais parce que certaines histoires ne laissent tout simplement pas assez de traces pour être reconstruites. Et il y a un type étrange de beauté dans cela. Pensez à d'autres mystères impossibles de la Seconde Guerre mondiale qui ont été découverts dans des endroits bizarres. En 2015, des archéologues ont trouvé un char Tiger allemand entier caché dans une cave sous une villa en Normandie. Il y était resté pendant 70 ans. Personne ne savait comment il était arrivé là. En 2008, des ouvriers du bâtiment à Varsovie ont découvert un dépôt entier d'or nazi enterré sous une aire de jeu pour enfants. Il n'y avait aucune trace de qui l'avait enterré ou pourquoi. En 1998, une bombe V2 complète et fonctionnelle a été trouvée dans un lac en Pologne. Nous ne savons toujours pas si elle est tombée accidentellement ou a été délibérément coulée. La guerre a laissé l'Europe semée d'énigmes. Et ce sous-marin ? C'est simplement l'une d'entre elles. Alors, que savons-nous avec certitude ? Nous savons que le sous-marin est physiquement réel. Ce n'est pas un mythe urbain. Nous savons qu'il se trouve dans une grange en France, probablement quelque part dans la région de Bourgogne ou de Champagne, bien que l'emplacement exact reste contesté. Nous savons qu'il a été utilisé pour stocker du cidre de pomme à un moment donné, car il existe des archives photographiques de l'intérieur, avec des tonneaux. Nous savons qu'il n'y a pas de documentation officielle expliquant comment il est arrivé là. Et nous savons que tous les témoins oculaires qui auraient pu clarifier le mystère sont déjà décédés. C'est tout. C'est tout ce que nous savons avec une certitude absolue. Tout le reste, c'est de la spéculation éclairée, des théories plausibles, des récits possibles. Et peut-être, juste peut-être, devrions-nous être en paix avec cela. Revenons au fermier ouvrant la porte de la grange ce matin de 1947. Maintenant, nous comprenons pourquoi ce qu'il a vu était impossible. Non pas parce que les sous-marins ne peuvent pas physiquement être dans des granges, mais parce que la chaîne d'événements nécessaires pour en placer un là sans laisser de traces est si improbable, si bizarre, si complètement hors du commun, qu'elle défie la reconstruction narrative. Chaque théorie que nous construisons se heurte à une impossibilité différente. Et ce n'est pas frustrant, c'est fascinant. Parce que cela nous oblige à confronter les limites de la connaissance historique. Cela nous oblige à reconnaître que toutes les questions n'ont pas de réponse satisfaisante. Cela nous oblige à nous asseoir avec l'incertitude et à y trouver une valeur intellectuelle. Le sous-marin dans la grange n'est pas un mystère attendant d'être résolu. C'est un mystère qui nous enseigne quelque chose sur la nature même de l'histoire. Il nous enseigne que le passé n'est pas un récit propre et linéaire. Il est chaotique, il est fragmenté, il est plein de trous qui ne pourront jamais être comblés.
Il nous enseigne que les histoires les plus étranges n'ont souvent pas d'explication, non pas parce qu'elles sont fausses, mais parce que la vérité a été perdue avant que quiconque pense à la préserver. Et il nous enseigne qu'il y a une honnêteté intellectuelle à dire « Nous avons exploré toutes les possibilités, nous avons examiné toutes les preuves, et nous ne savons toujours pas. » Cette honnêteté vaut plus que 1000 fausses explications. Parce que la vérité est celle-ci. Certaines histoires restent mystérieuses. Et cela, en soi, est la réponse. Le sous-marin est là. C'est indéniable. Comment est-il arrivé là? Nous ne le saurons probablement jamais avec certitude. Et si vous appréciez les mystères qui résistent aux réponses, qui honorent la complexité du passé, qui célèbrent l'incertitude intellectuelle au lieu de fabriquer des certitudes confortables, alors c'est exactement le type d'histoire qui mérite d'être préservée. Parce qu'au final, l'histoire ne nous donne pas seulement des réponses, elle nous donne de meilleures questions. Et ce sous-marin, il nous a donné la meilleure question de toutes. Et si certaines choses se sont simplement produites et que personne ne s'est souvenu d'écrire pourquoi? C'est la véritable leçon ici. Tout mystère n'exige pas de solution. Certains exigent simplement le respect. Et ce sous-marin dans une grange française, rempli de cidre de pomme, sans explication officielle, sans témoin vivant, sans document clair, il a gagné ce respect. Il reste là, silencieux et inexplicable, nous rappelant que le passé garde des secrets qu'il ne livrera jamais. Et peut-être que c'est exactement comme cela doit être.